Bonjour à toutes et à tous, Valentin Franc avec vous pour ce nouveau point de marché. Nous sommes le mardi 4 septembre 2018 et aujourd'hui le rendez-vous de la journée sera la publication des indices ISM des États-Unis. Euh, et voilà, écoutez, ça sera tout pour la journée plutôt calme avec le retour des Américains sur les marchés puisque hier, je vous rappelle, c'était un jour férié aux États-Unis. Wall Street était fermé, les futurs bien évidemment cotés, mais les traders de Wall Street n'étaient pas présents pour cause de Labor Day, donc la journée du travail. Donc voilà, retour des volumes, de la volatilité un petit peu aujourd'hui et surtout à partir du mercredi puisque le calendrier économique commence à s'étoffer à partir de demain. Voici l'avertissement égal sur risque que je vous invite à prendre connaissance. Le trading avec effet levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité prend un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre prend un risque de perte en capital. IG fournit un service d'exécution d'ordre. La présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voici le briefing d'actualité. Je fais un tour du côté de la salle de trading avant de commencer. Bonjour à vous Didier, j'espère que vous allez bien. Pascal, que je salue également. Edgy, bonjour à vous. Euh, bonjour, un plaisir également de vous retrouver, hein, Edgy, et vous tous, hein, chers auditeurs et auditrices. Loïc, bien le bonjour. Didier également. Eliane, Raymond, bonjour à vous tous. Franck, également. Didier, est-ce que les nouvelles taxes de Trump sur les 200 milliards de dollars pourrait être la goutte de trop qui fera déborder le vase pour les Chinois et déclencher des forts mouvements sur les marchés pour nous, les petits particuliers. Alors, sur les marchés, oui, bien évidemment, s'il y a les 200 milliards de dollars de taxes qui sont mises en place par les Américains, eh bien, oui, il y aura la volatilité puisque ce n'est pas une information qui a été pricée. C'est pas une information qui a été pricée par les marchés. Alors, je ne dis pas qu'il va y avoir forcément un crack boursier suite à cette annonce, mais c'est clair que pour le moment, les taxes qu'il y a sur les tarifs douaniers qu'ont mis en place les États-Unis et les ces différents partenaires économiques réciproquement n'ont pas vraiment d'impact sur la consommation des ménages. Ils n'ont pas vraiment d'impact sur les prix à la consommation. D'accord. Par contre, si demain on a les États-Unis qui décident de taxer 200 milliards de dollars de produits chinois, là, par contre, les 200 milliards de dollars de produits chinois seront, eh bien, les produits chinois qui seront ciblés, pardon, seront essentiellement des produits à la consommation. Donc forcément, ça va se répercuter sur le consommateur. Pour le moment, les 50 milliards de dollars qui sont taxés n'ont pas réellement d'impact sur la consommation des ménages américains. Donc, les Américains ne voient pas réellement voilà l'impact de ces mesures. Par contre, s'il y a les 200, oui, il y aura des impacts. Il y aura des impacts donc sur la macroéconomie de façon assez importante. Et donc, bien évidemment, les marchés réagiront par conséquent. On aura bien évidemment une baisse beaucoup plus importante des matières premières et de toutes les matières premières. Nous aurons également des marchés actions qui seront sous pression. L'arme la plus importante qu'a la Chine contre les États-Unis, ce n'est pas évidemment la balance commerciale, puisque la Chine a une balance commerciale nette, il me semble, de 300 milliards de dollars envers les États-Unis. Mais par contre, ce qu'a la Chine, c'est que c'est le plus important créancier des États-Unis. La Chine est le pays qui détient le plus de dettes du gouvernement américain, équivalent, il me semble, de 1200 milliards de dollars. Donc imaginez demain la Chine annonce liquider les trésors américains qu'elle détient. Bien évidemment, ça fera énormément pression sur le marché obligataire américain, puisque la Chine détient, il me semble, de tête au moins 25% de la dette américaine, de la dette du gouvernement américain. Donc voilà, l'arme massive de la Chine, c'est le fait que ça soit le premier créancier des États-Unis. Donc oui, si on a demain les nouvelles taxes de Trump sur 200 milliards de produits chinois qui sont taxés, eh bien, on aura un impact sur globalement tous les marchés, que ce soit le forex, en fait, on aura les mêmes tendances qu'on a ces dernières semaines, sauf de façon beaucoup plus importante. C'est-à-dire, marché émergent en baisse, dollar probablement en hausse à court terme,
le yen également, parce que yen, devise refuge. Marché obligataire, bien, ça va dépendre beaucoup de ce que la Chine, comment la Chine va réagir, mais si la Chine commence à utiliser son levier de créanciers pour dans le cadre de cette guerre commerciale, eh bien le marché obligataire sera également sous pression. Le marché action sera également sous pression et les matières premières, les matières premières le seront très rapidement également. Voilà, donc j'espère avoir répondu à votre question. Difficile de quantifier l'impact que cela aura, mais ça devrait être quand même assez important. Donc au niveau du briefing d'activité, comme vous avez pu le lire, au niveau de l'Italie, on a Matteo Salvini qui a accusé Angela Merkel d'être indirectement responsable des récentes violences de Chemnitz en Allemagne pour avoir sous-estimé la difficulté à intégrer des centaines de milliers de migrants dans son pays. Donc c'est information de l'AFP. Je l'ai mis, il n'y a pas eu d'impact sur le marché, mais peut-être que ça peut être le début d'une crise européenne. Vous voyez, donc voilà. Au niveau du Brexit, on a l'ancien ministre des Affaires étrangères Boris Johnson qui a critiqué une fois de plus les propositions de Theresa May de maintenir une relation commerciale étroite entre le Royaume-Uni et l'UE après le Brexit, estimant que Bruxelles sortira victorieuse des négociations. Plus d'un point de vue macroéconomique avec la RBA qui a gardé son principal taux directeur inchangé à son plus bas à 1,5%. Donc rien de surprenant, hein, c'était totalement prévu. Le marché ne prévoit pas de hausse des taux avant au moins la mi-2019, donc pas d'ici un an. Donc statu quo de la RBA avant jusqu'à l'été prochain. Donc voilà, information qui a eu très peu bien évidemment d'impact sur les marchés et au niveau du communiqué, eh bien il est quasiment, enfin presque identique au communiqué précédent, justifiant donc cette décision de maintenir les taux échangés, le taux directeur inchangé par la faiblesse de l'inflation, de la croissance des salaires, l'endettement élevé des ménages et le risque pour la croissance mondiale de la politique commerciale des États-Unis. Et au niveau de l'Argentine, bien que ça n'a pas un impact directement sur ce qui nous importe nous, c'est-à-dire le forex, les paires majeures, les matières premières, ça fait partie des pays émergents qui pourraient avoir un impact de contagion sur d'autres marchés. Donc voilà, c'est à suivre de loin, pas forcément de très très près, mais de loin. Et donc on a le président argentin qui a annoncé lundi de nouvelles taxes sur les exportations de son pays, son pays qui est le troisième plus grand producteur de soja au monde. Et il a également annoncé un programme de forte réduction des dépenses dans le cadre d'un compromis d'urgence visant à équilibrer le budget l'année prochaine afin que on va dire, de convaincre le FMI d'accélérer un programme de prêt de 50 milliards de dollars. Voilà, donc je vous rappelle, pour ceux qui ne savent pas, l'Argentine est dans une crise économique majeure. Je ne dirais pas comparable à la Turquie parce que c'est deux cas globalement différents, mais le peso argentin s'est énormément déprécié également. Trade du jour de la semaine, vente CAD peso mexicain versus yen ou euro. Voilà, pourquoi cela? Simplement parce que comme je vous l'ai dit, il me semble il y a 2 semaines, il y a eu, à mon goût, un peu trop de spéculation sur l'accord de l'ANA. Si on le voit depuis la mi-juin, on a le peso mexicain et le dollar canadien qui ont énormément progressé face au dollar, alors que toutes les autres devises, à part le yen et le franc, étaient en baisse. Il n'y avait pas de raison de façon macroéconomique. Donc cette spéculation qui a soutenu de façon très importante le peso mexicain et le canadien et le dollar canadien, eh bien devrait énormément se limiter, se réduire, même si on a un accord qui est trouvé, imaginons, dès demain à la reprise des négociations entre les États-Unis et le Canada. Je pense que cet accord a été déjà, on va dire, presque intégralement pricé dans le marché. Donc voilà, on peut s'attendre à une correction d'environ 50% de l'amplitude qu'on a eu de mi-juin jusqu'à cette fin du mois d'août. Voilà, donc on va voir ça plus en détail juste après les quelques slides qui restent. Hier soir, donc comme vous le savez, on a eu le marché action américain qui était fermé. Je mets pas les prix des futurs dans cette slide. Le DXY qui est resté stable. On a eu très très peu de volatilité, comme vous le savez. Ce matin, on a remonté 10 ans qui prend un point de base, qui est à 2,87%. Le yen qui perd 0,12. Le gold 0,40, étant donné qu'on a le dollar qui remonte. Le Nikkei
qui est en baisse et le Hang Seng qui prend 0,85%, rebond technique, hein. On a un marché action chinois qui perd 25% depuis le début de l'année, hein. Donc c'est normal qu'on voit des rebonds. Et au niveau du calendrier économique, 9h15, l'inflation suisse qui sera publiée. 10h30, indice PMI de la construction de Markit. Voilà, oui, 15h30, indice PMI canadien, cette fois-ci. Et enfin, le plus important de la journée, c'est 16h. 16h avec indice ISM manufacturier. Et les différents sous-indices. Indice emploi, indice prix payé, etc., etc. Voilà, donc je passe tout de suite au trade du jour. Ensuite, je ferai un tour sur les paires majeures. Alors, USD-CAD, l'achat, je ne suis pas fan. Je ne suis pas fan parce que, comme vous le savez, l'USD, voilà, j'ai du mal à le voir progresser à moyen terme. Donc voilà. Toutefois, on voit que cette semaine, si on regarde le dollar US et qu'on se met en journalier, on voit que le dollar progresse et qu'il a encore une petite marge de progression avant d'atteindre une résistance. Voilà, donc c'est possible que l'USD-CAD continue à progresser, mais je pense que l'opportunité en swing trading se tourne beaucoup plus du côté de l'euro-CAD ou du CAD-yen. Voilà, donc CAD-yen par exemple. Donc là juste l'USD-CAD, d'ici la fin de semaine, il devrait revenir à son R1 mensuel, hein, vers les 1,31 et quelques, 1,31,80. Alors CAD-yen, ouais, le CAD. Alors non, on le voit. Non, sur le yen, c'est pas vraiment visible, donc ça va. On n'a pas eu vraiment de spéculation sur la NA qui comment dire, qu'on peut constater sur le CAD yen. Par contre, sur le SD CAD, c'est quand même assez important. Je vais vous refaire voir tout de suite. Vous voyez, depuis mi-juin, le CAD surperforme le dollar, alors que dans le même temps, on a l'euro qui est en baisse, hein, depuis le fin juin. L'euro rebondit que depuis 2-3 semaines, hein. Le GBP est en baisse également. L'AUD, le NZD, bien évidemment aussi. Mais donc vous voyez, on a le CAD qui augmente sans réel facteur macroéconomique. Le peso également. D'ailleurs, on voit la corrélation entre le CAD et le peso mexicain est extrêmement importante à court terme. Regardez, USD CAD, et on va mettre donc, on va enlever le stochastique et on va mettre donc corrélation coefficient, et on va mettre USD MXN, et on va mettre la corrélation sur 3 mois. Sur 3 mois, donc c'est 60 périodes. À peu près, hein. 60 périodes, vous voyez, la corrélation est supérieure à 0,50. Donc on a une corrélation qui est extrêmement positive. Regardez, je vais vous afficher les deux actifs. Vous voyez, USD CAD, USD MXN sont globalement assez similaires. Donc on a une corrélation extrêmement positive à court terme. À long terme, on voit qu'on a 0,38. Bon, c'est pas très intéressant. En dessous de 0,60, en dessous de 0,50, la corrélation n'est pas forcément exploitable. Et vous voyez quand même qu'on a souvent des corrélations extrêmement positives, hein. Quand on est sur du court terme, une corrélation sur un mois, vous voyez qu'on est généralement au-dessus des 0,50. Bref, tout ça pour dire que on a eu la spéculation depuis la mi-juin qui a permis au peso mexicain et au dollar canadien de surperformer le dollar, alors qu'il n'y a pas vraiment de facteurs macroéconomiques qui viennent justifier cette surperformance. Donc c'est pour cette raison que je m'attends à un retracement du CAD. D'ailleurs, si on regarde ce CAD index, ouais, ce CAD index il est sous résistance, sous ses plus hauts du mois de mai, qui ont été atteints 2 fois en août. Et donc je m'attends, en fait, vous voyez, depuis la mi-juin, cette hausse, je m'attends à une correction de environ 50%, 38 à 50% de retracement de cette tendance. Donc vous voyez, on a une baisse d'au moins 1%, je dirais. Vous voyez, 1% du dollar canadien sur un index, c'est quand même, ça commence à être pas mal. Donc CAD yen, on peut très bien anticiper une hausse d'1%. Tout comme l'euro CAD si vous êtes haussier sur l'euro dollar. Voilà, CAD yen, pour moi le R1 mensuel,
enfin pardon, canadienne, pardon, baisse de 1%. Donc le S1 mensuel, qui correspond également au plus bas d'août, oui, au plus bas d'août, donc à 80,63 me semble être un prix intéressant. Si on se met sur du 4 heures, alors sur du 4 heures, on peut s'attendre à un petit, comment dire, pullback. Alors je vais mettre le pivot hebdo. Voilà, un retour au pivot hebdomadaire sera un niveau de prix intéressant pour shorter le CAD jusqu'au SA mensuel. Sinon, nous avons l'EuroCAD. L'EuroCAD qui est également assez intéressant, je trouve. L'EuroCAD, c'est direction le R1 mensuel. Même si à court terme, je pense qu'il aura un peu plus de mal à progresser, qu'il aura un peu plus de mal à progresser que l'USD CAD. À moyen terme, par exemple pour ce mois de septembre, l'EuroCAD me semble être une très bonne paire à acheter pour viser donc le R1 jusqu'à 1,53, voire même plus haut. Pourquoi? Bien, comme je vous dis, pour pricer, parce que, pardon, je pense que l'accord de la net est overpricé, a été surévalué, voilà, a été trop intégré dans le marché. Et en plus, on a la probabilité d'une hausse des taux de la Banque du Canada qui est au-dessus des 80% pour le mois d'octobre. Donc, la hausse des taux du mois d'octobre est déjà pricée par le marché également. Donc, très peu de facteurs finalement qui pourraient justifier une nouvelle hausse du dollar canadien à court terme. Donc c'est pour ça que je m'attends à une prise de bénéfice sur dollar CAD. Voilà, donc EuroCAD, c'est haussier jusqu'à 1,5311 à court terme, premier objectif. Alors ceux qui veulent un objectif encore plus court terme, vous pouvez prendre un R1 hebdomadaire ou un R2, mais vous voyez que ce R1 mensuel, c'est une première résistance quand même importante, et ensuite le R2. Alors pardon Didier, je viens de voir votre question. Il n'y a pas que l'Argentine, il y a aussi le Venezuela et la Turquie qui sont dans une très grosse crise. Oui, le Venezuela, très grosse crise, mais l'impact sur les marchés est extrêmement limité. L'Argentine également, l'impact sur les marchés est pour le moment limité, mais voilà, on ne sait jamais. Et la Turquie, oui, par contre là, la Turquie a un impact quand même assez important, plus important que l'Argentine ou que le Venezuela, excusez-moi. Parce que c'est pas la même échelle de économique, hein. L'économie de la Turquie est, je dirais, plus grande que celle de l'Argentine. La Turquie fait partie des fameux BRIC, Brésil, Turquie, Russie, Inde et Chine. C'est les marchés développés, marchés pardon, émergents, on va dire, pas avec le plus fort potentiel, mais les plus surveillés. Donc voilà, en fait c'est les nouveaux moteurs de l'économie mondiale, les BRIC. L'Argentine n'est pas un moteur de l'économie mondiale. Voilà donc Eurocad haussier, CAD baissier. On peut faire une alternative sur le peso mexicain. Euro MXN, donc pareil haussier. Et d'ailleurs on l'avait déjà dit juste le vendredi 24 août. Vendredi 24 août, on avait un ratio risque rendement plus qu'intéressant. Vous voyez ici. Stop sous le précédent plus bas, je me rappelle. Et on visait le plus haut. Hier, j'ai ajusté l'objectif pour viser le R2 mensuel. C'est le premier objectif. C'est le premier objectif. Vous voyez, je m'attends en fait tout simplement à 50% de retracement de cette tendance. Vous voyez là, c'est la spéculation du marché. Belle baisse de l'euro MXN. Donc je m'attends tout simplement à ce que le prix revienne à son prix moyen du début de l'année 2017. Vous voyez que là, on avait une consolidation globalement jusqu'à la fin mai. Et depuis la fin mai, on a eu la hausse, puis la baisse. Donc en fait, je m'attends à ce que le prix revienne vers ce prix qui me semble un prix aimant à court terme, donc vers les 23. Voilà, 23 pesos pour 1 euro me semble être le premier objectif viable à court terme. Et enfin, MXN Yen. Oui, MXN Yen. Short. Short et vous voyez que j'ai pas fait mon graphique MXN Yen. D'ailleurs, je n'ai pas beaucoup d'historique. Donc MXN Yen.
Voilà, on pourrait mettre, voilà, surligner celui-ci. Donc ça c'est le premier objectif. 5,54, premier objectif baissier. Deuxième objectif, 5,27. Et là, d'un point de vue ratio risque-rendement, vous voyez que si on met un stop au récent sommet, vous voyez ici on a eu la baisse, un rebond, donc ici au-dessus, on a environ 140 pips de risque pour 240, c'est un ratio risque-rendement légèrement inférieur à 2. Ça reste un bon ratio risque-rendement. Maintenant, voilà, moi ce qui m'intéresse personnellement, c'est ratio risque-rendement à 2. Donc, MXN Yen, pourquoi pas attendre un petit repli, vous voyez, paramétrer un ordre, un petit repli vers le pivot mensuel pour d'un côté réduire le stop et de l'autre côté augmenter le take profit, ce qui fait naturellement augmenter de façon assez importante le ratio risque-rendement. Voilà, enfin, petit conseil, moi je vous suggère de différencier entre signaux et opportunités. D'accord. La différence entre signaux et opportunités, c'est bien la différence entre les deux, pardon. C'est que l'opportunité, elle est intéressante. On peut avoir des signaux et avoir une mauvaise opportunité. Par exemple, on a des signaux techniques haussiers, alors que le prix est sous résistance et qu'on a de ce fait beaucoup plus de risques d'un renversement de la tendance plutôt qu'une poursuite de la tendance. Vous voyez. Et une opportunité, c'est des signaux avec une prévision à court terme et un risque reward ratio qui se tient, qui est favorable. Voilà, donc essayer de différencier signaux et opportunités. Moi personnellement, je suppose, enfin j'évalue, je différencie une opportunité d'une simple combinaison de signaux par le ratio risque-rendement. Par exemple, dès qu'on a un ratio risque-rendement à 2, ça commence à être intéressant. Inférieur à 2, je trouve que voilà, ça vaut pas vraiment la peine de prendre le risque de trader, de mettre son capital à risque, hein, parce que dès qu'on est exposé sur le marché, on met une partie de son capital en risque. Plus vous êtes exposé sur le marché, plus vous êtes positionné, plus c'est risqué, hein, je vous rappelle. Donc voilà, faut personnellement j'aime bien différencier opportunité et risque et voilà, prendre des opportunités dès qu'il y en a. Et si on a un ratio risque-rendement de 1-2, personnellement, je ne trouve pas ça une opportunité. Je trouve que voilà, c'est pas suffisant pour prendre un risque. Quand on a un ratio risque-rendement de 2, donc 2 fois plus de possibilités de gain que de perte en fonction de son take profit et de son stop loss, là c'est intéressant. En tout cas, ça me semble intéressant. Après, c'est très personnel, hein, ça dépend de chacun. Alors bonjour USD4, quel objectif? 4 heures et stop. Alors l'USD4, personnellement je trouve qu'en 4 heures, vous voyez, on a eu déjà une belle hausse. Je pense que une bonne partie du mouvement a été fait. Alors oui, je vise le R1 mensuel pour cette semaine, je pense que c'est possible, mais vous voyez en 4 heures, là pour placer un stop, ça me semble assez risqué. C'est faisable, mais c'est risqué. Donc si on vise le R1 mensuel à 1,3183 et qu'on met un stop sous le précédent plus bas, donc là on voit on a un petit creux, mais vous voyez que c'est pas un creux majeur, hein. On a une belle ascension. Donc voilà, ça me semble assez risqué, mais voilà, un stop de 35-40 pips euh, pour viser 65 pips potentiellement. Ça fait pareil, un ratio de rendement légèrement inférieur à 2. C'est à vous de voir si ça vous convient à court terme. Alors, justement, Marc, vous devriez dire à vos collègues qui font des webinaires en France, comme Alexandre Baradez à 11 h avec Market Lab, de vous faire de la pub pour vos lives et ceux de UAV. Beaucoup de mes connaissances chez PRTCFD ou IG ne viennent pas sur Defix car ils associent encore. Alors, je ne vois pas tout le message, attendez. Tac. Alors, j'arrive pas à voir. Ah, voilà. Qui associe encore Defix à l'ancien propriétaire FXCM. Alors, d'accord. Eh bien, écoutez, merci pour votre remarque, Didier. Merci pour votre remarque que je ferai remonter.
Alors je passe au pair majeur, excusez-moi pour ce temps accordé au trait de ma conviction hein, du jour qui est valable pour plusieurs en séances de trading, comme vous avez pu le constater, parce que c'est une stratégie vraiment de swing trading moyen terme, hein, vente du CAD, vente du peso mexicain face à l'euro ou le yen. À court terme, face au dollar, ça me semble possible, mais vraiment sur du court terme pour quelques séances. Sinon, donc l'euro-dollar, on a eu le range qui a été parfaitement respecté hier, très peu de volume, puisque Wall Street était fermé, donc le range a été extrêmement bien respecté, 1,1580 et 1,1620 hier, je vous rappelle. Donc voilà, là on a une baisse, on a une reprise du dollar. Si on a un retour au pivot mensuel, honnêtement, je pense que ça sera un très très bon prix, hein, enfin un très bon prix, un nouveau prix très intéressant pour passer à l'achat, pour passer sur l'achat sur l'euro et écoutez, viser dans le but 100%, c'est viser les 1,20, mais on peut avoir des objectifs intermédiaires comme les 1,1850 qui correspond à ce plus haut du mois de juin, le R1 mensuel qui sera un niveau de prix extrêmement important également. Voilà, donc retour R1 au pivot mensuel, 1,1550, c'est un prix qui est intéressant pour passer à l'achat. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a ce spread Italie, Allemagne que je vous parle énormément et vous voyez qu'il chute ce matin malgré que dimanche on ait eu l'agence Fitch qui a dégradé la note de l'Italie. Malgré le fait que cette agence de notation a dégradé la note, on n'a pas eu une hausse du rendement à 10 ans de l'obligation italienne. Et le spread est contenu. Pourquoi? Parce qu'il est sous résistance. Donc, pareil, d'un point de vue ratio risque-rendement, je trouve qu'il y a beaucoup plus de risques à acheter ce spread, si c'est possible. Hein. Ça, c'est possible sur certains. CIG, c'est pas possible. Enfin, c'est possible chez que les institutionnels, hein, généralement. Mais donc, imaginons on puisse trader ce spread. D'un point de vue d'analyse technique, ça me semble beaucoup plus risqué d'acheter ce spread au prix d'hier. Vous voyez, hier en début de journée, plutôt que de le vendre, puisqu'il était sous résistance, sous un plus haut de long terme, hein, depuis 2013. Ça n'a pas été atteint. Donc voilà, personnellement, je trouve que ce spread a plutôt une perspective baissière dominante sur du court terme. Et donc si ce spread baisse, vous le savez, l'euro, la monnaie unique, progressera face à la plupart des devises majeures, mis à part peut-être face au yen. Mais concrètement, face au dollar, ça sera baissier, parce que si l'euro monte, le dollar va baisser. Je n'en parle pas face à l'AUD, NZD ou le CAD. Les devises commodities et qui sont exposées aux tensions commerciales, eh bien, reculeront énormément. Donc, voilà. Tant que ce spread baisse, on va avoir une hausse de l'euro. Voilà. Et d'ailleurs, vous voyez que en intraday, la corrélation n'est pas du tout bonne. Donc là, on a vraiment il y a vraiment une opportunité qui commence à se créer sur l'euro-dollar, je trouve, pour se positionner à l'achat. Donc, je rappelle 1,1550, stop sous les 1,15 et on vient chercher donc dans l'objectif 100%, les 1,20. Mais voilà, on a des objectifs intermédiaires comme le R1 mensuel, les 1,1850 également. Le GBP qui me semble également une devise de plus en plus intéressante. Regardez ce GBP Index depuis plus bas du post-vote du Brexit, donc a été atteint en octobre 2016. On a un canal qu'on peut tracer avec deux points de contact ici, la parallèle, et vous voyez on a eu le troisième rebond qui a parfaitement, presque au pips près, hein, vous voyez, fonctionné. Et là on a le prix qui revient en bas de ce canal. Donc soit à la mi-août on a fait le point bas, ou soit en fait c'était un rebond avant un nouveau point bas en bas du canal. Dans tous les cas, sur du moyen terme, on est peut-être au début, à la fin plutôt de la tendance baissière du JBP, face au moins au dollar. Donc voilà, j'attends des signaux un petit peu plus, convaincants, parce que pour le moment, à part le fait que Stochastic ait rebondi, on n'a pas grand-chose, on a toujours, vous voyez, on n'a aucun signal venant de la bande supérieure de Keltner, on n'a pas de clôture au-dessus de la bande supérieure de Keltner, et c'est ce que j'aimerais voir pour avoir un signal aussi important, comme ce fut le cas, vous voyez ici, à ce moment-là, renversement de la tendance,
voyez, pendant toute la tendance haussière, on n'avait eu aucun signal baissier. On avait eu le cours qui n'avait pas clôturé une seule fois sous la bande inférieure de Keltner. Par contre, juste après le point haut, vous voyez, quelques séances après, signal baissier. Et donc c'est clairement ce que j'attends. Ce que j'attends, sauf du côté haussier. Donc là, tant que le cours n'a pas clôturé au-dessus de sa bande de Keltner, je reste neutre sur le GBP parce qu'on va pas vendre le GBP alors qu'il est proche d'un support majeur. Mais par contre, je pense qu'on arrive de plus en plus à la fin de la tendance baissière. Donc voilà. Je rappelle, le signal haussier que j'attends, c'est le cours journalier de cet index qui clôture au-dessus de sa bande de Keltner. D'ailleurs, on peut tracer également une résistance ici avec seulement 2 points de contact, je vous l'accorde, mais c'est 2 points de contact, non, même 3, vous voyez, 2 points de contact qui viennent chercher les plus hauts de cette tendance haussière, baissière, pardon. Donc voilà. Là, on approche d'un point de vue timing, vous voyez, mois de septembre, hein, finalement, mois de septembre, nous serons fixés si on va avoir un rebond du GBP, ou alors on a une clôture hebdomadaire en tout ce canal, et là par contre c'est clairement stratégie baissière hein, du GBP USD, ou même l'euro GBP reviendra chercher 0,95. Hein. Si on a une clôture du GBP Index, clôture hebdomadaire en tout ce canal, l'euro GBP il revient à ses plus hauts de l'année dernière à 0,95. Voilà, donc GBP on n'y touche pas pour le moment, mais je pense plus que c'est une devise qui soit facile à shorter. Voilà, vraiment, les devises qui me semblent faciles à shorter, c'est l'AUD, le NZD, le CAD à plus court terme, et à acheter eh bien l'euro ou le yen, tout simplement. Donc voilà, euro-dollar haussier, euro-GBP, vous voyez, on est toujours dans un canal haussier. Le GBP USD, ouais, je pense qu'il peut revenir à 1,2774 et ce niveau de prix pourrait être intéressant pour se positionner à l'achat. Pour ceux qui ne souhaitent pas attendre un breakout majeur, pour ceux qui souhaitent essayer d'acheter au plus bas, eh bien un retour à 1,2774, vous voyez ce niveau-là, me semble être un prix intéressant, avec un swap sous le plus bas du mois d'août pour viser. Alors on va pas venir chercher les 1,40, mais les 1,33 me semble être un niveau de prix intéressant. En fait, même cette moyenne mobile à 100 jours. D'ailleurs, vous pouvez voir que cette moyenne mobile en verte, qui est une moyenne mobile à 50 périodes, a fait office de résistance parfaitement à 2 reprises. 30 août, 9 juillet. Voilà, donc en cas de rebond, premier objectif, ce sera la moyenne mobile à 50 jours pour ceux qui sont sur du très court terme. Et enfin, la moyenne mobile à 100 jours, puis les 1,33, 63. NZD, USD, j'ai une question sur NZD, USD. Alors j'ai beaucoup de questions, je vais vous répondre. NZD, USD, pas d'autre mot que voilà, shorter hein, le NZD tout simplement. AUD, NZD, ça fait des semaines maintenant que voilà, je privilégie la baisse. Pourquoi? Bien parce qu'on a des tensions commerciales et les devises qui sont les plus exposées aux tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, c'est alors parmi les devises majeures, bien évidemment, c'est l'AUD et le NZD, parce que l'Australie et la Nouvelle-Zélande, de par leur situation géographique, ont une part de commerce importante avec la Chine, mais également les États-Unis. Donc si la Chine, surtout la Chine, finalement réduit sa production, on aura moins de demandes de matières premières. Or, la Nouvelle-Zélande et l'Australie exportent des matières premières et même sont net exportateurs vers la Chine. Donc voilà, NZD, AUD, il n'y a pas d'autre mot que le mot shorter. Ça soit sur du court, moyen ou long terme. Hein. Honnêtement, je vois pas une opportunité d'achat sur la UD et le NZD. Si on regarde la UD Index, vous voyez finalement la UD Index, toute clôture de la UD Index au-dessus de sa banque supérieure de Keltner, c'est de l'excès. D'ailleurs, ça ne se fait pas souvent. Vous voyez. Mais en fait, on peut même considérer que le simple retour de l'ANA Index au-dessus de sa bande de milieu, cette moyenne mobile hein, qui a 20 périodes, il me semble 20 ou 10, oui 20 périodes pardon. Donc la bande du milieu hein, la moyenne en bleu là, qui est au milieu de cette bande, c'est ni plus ni moins qu'une moyenne mobile à 20 périodes. Et l'écart type entre
les bandes extrêmes, c'est simplement une volatilité intraday. Bref, simple retour de l'AUD entre la bande du milieu et la bande supérieure peut être considéré comme une phase de respiration et un prix attractif de l'AUD. NZD, c'est pareil. Vous voyez, là on a le prix qui revient au-dessus. Et vous voyez que c'était presque c'était le point haut. Ici, le prix qui revient au-dessus. Bon, c'était pas le point haut parce qu'on avait une nouvelle hausse. Mais finalement, il fallait pas attendre extrêmement longtemps pour avoir un nouveau plus bas. Bien là, c'est pareil. Regardez ici. Test au-dessus, dans la bande supérieure. Enfin, proche de la bande supérieure. Baisse. Donc là, c'est pas le moment à nouveau de shorter la UD parce que voilà, on a une baisse, on a une récente baisse qui pourrait aboutir par un léger rebond, une phase de respiration. Je dis pas renversement de la tendance, mais simplement un petit rebond. Mais si l'AUD ou l'NZD revient vers la borne haute de cette bande de Kettner, où on peut même mettre des bandes de Bollinger par exemple, eh bien ça pourrait être considéré comme une phase, comme une résistance tout simplement. Donc NZD USD, là à court terme, à très court terme on peut viser je pense les 0,65, mais voilà, l'opportunité était clairement la semaine dernière, hein, vous voyez, proche de la moyenne mobile à 50 jours, résistance, 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 vous voyez. Donc voilà, si on a un retour à la moyenne mobile à 50 jours, alors ça sera un niveau de prix intéressant. Et vous voyez pareil, RSI proche de 50, c'est zone de momentum intéressant à shorter. Vous voyez, on retrouve des configurations globalement similaires, hein, ici. Ici, 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 et pareil, la moyenne mobile, ici. Regardez le prix avec la moyenne mobile à 50 jours qui est en vert. On a des trois signaux identiques. Donc on attendra la même configuration pour shorter sur du swing trading le NZD USD. À court terme, comme je l'ai dit, ça me semble possible de shorter jusqu'à 0,65. Mais voilà, d'un point de vue ratio risque rendement, c'est à vous de voir si c'est intéressant, mais ne vendez pas juste pour vendre. Mais merci, mais USD-CAD est baissier d'après vous. Alors, USD-CAD haussier pour du court terme, très court terme, hein, pour quelques séances, on va dire d'ici le NFP, parce que oui, il y a le NFP vendredi. Mais voilà, ensuite, je pense que l'USD-CAD a des chances de baisser ou au mieux consolider parce que on va avoir la baisse du CAD qui pourrait être, qui a des chances, en tout cas selon moi, d'être accompagnée par une baisse du dollar USD. Il y a beaucoup trop, je pense, d'attente, beaucoup trop, oui, d'attente de la part du dollar, sur le dollar, sur la macroéconomie américaine, et il y a, selon moi, beaucoup plus de chances qu'il y a une déception. D'ailleurs, on l'a vu depuis 2 semaines, on a l'indicateur Citi Economic Surprise des États-Unis qui est en dessous de celui de la zone euro. Première fois depuis, il me semble, début 2017. Donc voilà, on a de plus en plus de mauvaises surprises du côté des États-Unis, et c'est donc de ce fait que je m'attends à une baisse du dollar. Pour le moment, il n'y a pas la baisse parce que à court terme, on a eu le rebond qui a été généré à cause ou grâce, ça dépend de quelle position nous sommes, mais à cause des nouvelles menaces de Donald Trump jeudi dernier contre la Chine, hein, de taxer à hauteur de 200 milliards de dollars. Si vous regardez, l'annonce coïncide avec le rebond du dollar ou du yen. Donc voilà, ce n'est pas par hasard qu'on a eu ce rebond. C'est simple, mais c'était pas justifié d'un point de vue macroéconomique ou selon la réserve fédérale. Donc je pense que d'un point de vue macroéconomique, ça a été globalement pricé, à part si on a des nouvelles surprises. Il n'y a jamais de toute façon 100% de risque que nous n'avons pas de nouvelles bonnes surprises du côté des États-Unis. Mais voilà, c'est pareil, je pense que les attentes sont extrêmement élevées et ça semble assez compliqué à ce que le marché soit surpris encore plus que ce qu'on a eu ces derniers mois. Donc voilà, c'est pour ça que je tourne de plus en plus à la baisse. Avec le Canada, vente du CAD, donc USD CAD aussi exactement. Pensez-vous que nous pouvons aller chercher 1,15 sur le dollar à cause du NFP avant vendredi? Donc avant vendredi, est-ce qu'on peut aller chercher 1,15? Ça va dépendre beaucoup de la macroéconomie à court terme. Hein. L'indice ISM par exemple, ça va avoir une certaine volatilité. Donc oui, c'est possible. Honnêtement, c'est possible. Maintenant, est-ce que on doit attendre
on doit, comment dire, placer un stop au point le plus bas que l'on pense qu'il va être atteint. Je ne sais pas si c'est une stratégie gagnante, vous voyez. Oui, c'est le mieux, mais chercher le point le plus bas, je pense que c'est une erreur de trading assez importante parce qu'on cherche la perfection et avant d'aller chercher le point bas, peut-être que vous allez l'avoir, mais avant de l'avoir, vous allez vous prendre 5 stops. Vous allez avoir 5 trades perdants avant d'avoir un trade gagnant. Donc à part si vous avez un ratio risque-rendement de 10, euh, spéculer sur le point bas et selon moi, après c'est vraiment selon moi, je pense que il y a peut-être des personnes qui gagnent comme cela, mais je pense que c'est extrêmement risqué d'un point de vue de trading. Donc voilà, moi personnellement, j'attendrai pas un 15. Comme je vous l'ai dit, le pivot mensuel me semble à un niveau de prix intéressant. Selon Jean-Louis Cussac, euro-dollar vision 1,13. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà, ça dépend de ses arguments. Peut-être que voilà, il a sans doute des arguments qui tablent en faveur des 1,13. Moi personnellement, je n'en vois pas beaucoup. En tout cas, j'en vois plus en faveur d'une hausse à court terme qu'un retour à 1,13. On passe sur les marchés actions parce que je vois qu'il y a des questions. DAX. Alors on commence avec le DAX. Ouais, donc DAX, on a eu lundi, lundi un doji. Hein. On a eu un doji. On a eu un doji. C'est pas une étoile du matin, étant donné qu'on n'a pas eu encore la clôture d'aujourd'hui qui est supérieure à celle d'hier. Alors que dire sur le DAX? Bon, vous savez que moi en intraday sur le DAX, je privilégie le R1, enfin le R1 pardon, les points pivots. Là on voit qu'on a une forte résistance qui est au pivot mensuel, 12 400 et quelques, 12 430, hein. Forte résistance à 12 430. Donc s'il y a un potentiel haussier, il devrait se faire jusqu'à ce niveau de prix. Alors est-ce qu'on va avoir une hausse? L'euro-dollar qui est en baisse, le spread Italie-Allemagne qui est en baisse, donc ça c'est également bénéfique pour la psychologie des investisseurs. On a le pétrole brut et Brent qui sont en hausse. Voilà, donc je pense que oui, il y a des chances qu'on ait des marchés européens qui progressent aujourd'hui. Mais le pivot mensuel qui correspond également au pivot hebdomadaire, comme vous pouvez constater, sera, je pense, l'objectif 100% de la journée. Et si on a un renversement de la psychologie, si on a plutôt un marché qui est baissier, le plus bas de la veille et même le S1 seront à viser. Et pour le CAC, vous voyez qu'on est au-dessus du pivot mensuel. Par contre, le pivot hebdomadaire qui est au-dessus du cours, voilà, donc pivot hebdomadaire première résistance, 5440, là on est avec 5436, donc c'est pas forcément très intéressant de payer le CAC à ce niveau de prix pour viser le pivot hebdomadaire. Je pense que l'opportunité, d'un point de vue encore une fois ratio risque rendement, se tourne beaucoup plus en faveur du DAX. L'Eurostoxx, bien c'est un peu entre l'Eurostoxx, c'est ni plus ni moins que presque la moitié du CAC et du DAX. Hein. Enfin, c'est un entre-deux en fait, c'est presque un entre-deux. Et donc l'Eurostoxx, on vient chercher le pivot hebdomadaire à 3414 points. Voilà, donc tout simplement en fait, en intraday, on vient chercher le pivot hebdomadaire sur les indices européens, enfin sur les indices Eurostoxx, DAX, CAC 40. Voilà tout simplement pour les indices plutôt haussiers. Pourquoi? Parce qu'on a la baisse de l'euro, la baisse du spread Italie-Allemagne, donc amélioration de la psychologie des investisseurs en zone euro, hausse du cours du pétrole. Voilà, donc on a plutôt des facteurs qui tournent, oui, en faveur d'une hausse. DAX, belle séance ce matin. Est-ce que les bas d'hier doivent être logiquement achetés pour viser les 12 400 ou pas du tout? Moi, 12 380 serait idéal si avant 3 heures. Alors, 12 380 sur le DAX. Oui, 12 380, 12 400, vous voyez, 12 400 c'est testé. Je pense que ça peut être atteint si on continue d'avoir une baisse de l'euro et surtout une baisse de ce spread. Alors oui, oui, le DAX dépasserait les 12 400. Et les points bas de ce matin, d'hier, pardon, peuvent être achetés à condition qu'on n'a pas un retournement, c'est-à-dire à condition qu'on n'a pas une hausse de l'euro et une hausse du spread Italie-Allemagne. C'est les deux facteurs les plus importants à court terme sur les marchés européens.
Voilà. Et d'ailleurs, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant que je vais vous faire voir, que j'ai vu sur Twitter, que j'ai pas vérifié comme info. Ceux qui sont sur Twitter, vous avez sûrement dû l'avoir. D'ailleurs, ceux qui sont sur Twitter, je vous invite toujours à, enfin le plus souvent possible, à vérifier, comment dire, les informations que vous voyez. Donc, je voulais voir le DAX, non, le CAC 40, CAC 40, et nous allons mettre deux indicateurs de corrélation. Le spread, Italie-Allemagne, et un autre spread qui est l'USD TRI, la livre turque, que nous allons mettre sur 3 mois, 60 périodes. Là, en haut, nous avons le spread obligataire, et en bas, la livre turque. Donc non, alors on n'a pas de corrélation sur les 60 dernières périodes. Alors peut-être que c'est sur le DAX. Ah non, sur Stock 600, pardon. Stock 600. Donc non, on n'a pas de corrélation viable, enfin exploitable sur ah voilà, c'est ça. Donc là en bas, nous avons le MSCI marché émergent. Et en haut, nous avons l'Eurostock 600. Et vous voyez que la corrélation est quand même de 0,66%. C'est-à-dire que à court terme, hein, depuis vous voyez la mi-juillet, on a, enfin depuis même la mi-juin, on a une corrélation qui devient de plus en plus positive entre l'Europe et les marchés émergents. Donc marché émergent qui a depuis quelques semaines plus d'impact que ce spread Italie-Allemagne. Donc qui dit tension sur les marchés émergents sera synonyme de baisse de pression à court terme sur les marchés européens. Voilà, donc c'est ça que je voulais vous faire voir. Euh, c'est cela que je voulais vous faire voir. Simplement que le marché émergent a finalement, pour le moment, plus d'impact sur la psychologie des investisseurs que le spread Italie-Allemagne. Donc en fait, que la situation des pays émergents est inquiétante de la part des investisseurs européens que la situation en Italie. On parle beaucoup de la situation en Italie, mais c'est surtout les marchés émergents qui, on peut voir, ont un impact plus important sur les marchés européens. En corrélation, si on compare la vitesse de USD4 par rapport EOR USD, est-ce que USD4 peut baisser avec EUR en baisse? Alors, en corrélation, si on compare la vitesse de USD4 par rapport à euro-dollar. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par la vitesse de USD4 par rapport à euro-dollar? Je ne comprends pas très bien. Est-ce que USD4 peut baisser avec euro-dollar en baisse? Oui, l'USD4 peut baisser et l'euro-dollar également. Si par exemple, nous avons une baisse de l'euro plus importante que le dollar, mais que le dollar baisse par rapport au dollar canadien, on va avoir le dollar US qui va baisser par rapport au dollar canadien et l'euro qui va baisser face au dollar US et face au dollar canadien. Donc si on compare la vitesse de USD4 par rapport au euro USD, alors en force relative, alors je vais essayer de voir USD CAD. Je suis pas sûr d'avoir très bien compris. Euro USD CAD, euro USD. Donc là, on a une force relative entre l'USD CAD et l'euro dollar. Donc la question, en corrélation, si on compare la vitesse de USD CAD par rapport au euro dollar. D'accord, je pense avoir compris. Alors c'est ce que je voulais dire comme avant.
quand vous comparez les devises entre elles à une époque. Alors oui, je comparais les ah oui, pardon, je vois les performances. Donc CAD USD par exemple avec par exemple Euro USD, GBP USD, etc., etc. Je pense que c'est cela dont vous voulez parler. Si c'est le cas, en tout cas, la baisse de l'USD CAD n'est pas incompatible avec une baisse de l'euro-dollar. C'est pas parce que l'USD va baisser face au dollar canadien qu'il va automatiquement baisser face à l'euro. Vous voyez, ça dépend. Faut garder cette image à l'esprit. Vous voyez, l'USD n'est pas forcément la devise la plus forte ou la devise la plus faible. Elle peut se situer entre l'euro et le CAD. Et donc, l'USD CAD peut baisser et l'euro-dollar également. Vous voyez. Si par exemple le CAD c'est la devise la plus forte, que l'USD juste après et que l'euro est la devise la plus baissière, vous aurez une baisse de l'USD CAD et une baisse de l'euro-dollar. C'est pas parce que l'USD CAD est haussier qu'on va avoir l'euro-dollar qui va être haussier. Alors je ne sais pas si ça répond à votre question, mais en tout cas si c'est le cas, voilà. J'espère que j'aurai répondu à celle-ci. Et enfin, donc je réponds aux dernières questions. Pourquoi utiliser régulièrement site TradingView plutôt que les sites maison IG? Alors, si vous parlez de la plateforme maison IG, la plateforme de trading IG, pas Pro Realtime, je n'utilise pas la plateforme IG parce que personnellement, je trouve que Pro Realtime ou TradingView sont des plateformes beaucoup plus faciles à utiliser et on peut faire beaucoup plus de choses. L'avantage, pour moi, je trouve le seul avantage que je vois sur la plateforme IG, c'est qu'on a énormément d'historique. Sur la plateforme d'IG, vous avez énormément d'historique. Vous avez les ETF, vous avez les actions, vous avez tous les produits IG sur la plateforme IG et pas nécessairement sur la plateforme ProRealTime. À part si vous êtes client, vous aurez toutes les informations. Mais si vous ouvrez simplement un compte démo chez IG, vous n'aurez pas sur ProRealTime votre toutes les informations comme moi j'ai. Bon, moi là c'est un compte démo que j'ai parce que voilà j'ai des accès privilégiés, mais voilà, si vous êtes en compte démo, enfin si vous êtes client, dans ce cas-là, vous pouvez avoir accès à toutes les données. Et dans ce cas-là, la plateforme IG n'est pas vraiment très utile, mis à part la plateforme, l'application IG qui est vraiment plutôt bien sur mobile. Mais donc pourquoi j'utilise Pro Realtime ou TradingView et pas celle d'IG? Parce que personnellement celle d'IG je ne la trouve pas assez complète. Ils sont en train de travailler dessus de façon assez importante depuis maintenant un an. Hein. Mais voilà, c'est pour le moment, je pense, comme vous avez pu constater, pas encore simple, pas encore suffisant plutôt pour analyser, pour trader c'est suffisant, mais pour analyser le marché, ce n'est pas le cas. Et pourquoi je varie entre TradingView et PRT? Parce que pour moi il n'y a aucune plateforme qui est la meilleure. Je trouve TradingView et PRT, c'est sans doute les deux meilleures plateformes qui sont disponibles sur les marchés pour le moment. Donc voilà, il y a TradingView qui fait des choses que PRT peut faire, mais de façon beaucoup moins facilement. Ça prend un peu plus de temps. Par exemple, les corrélations, superposer des actifs, ça, on peut le faire sur PRT, mais honnêtement, c'est une manipulation qui va prendre peut-être 2 fois plus de temps. Ça se joue en quelques secondes. Hein. Je parle bien, là par exemple pour, vous voyez, USD CAD, on peut très bien comparer à une valeur. Et comparer à valeur et on met USD MXN. Et je vais avoir, vous voyez, je vais avoir USD MXN qui sera superposé. Mais avec TradingView, je trouve euh, cela plus simple, tout simplement. Et pareil, pour la force relative, on peut le faire sur Pro Realtime. On peut faire sur Pro Realtime. Vous avez un indicateur force relative. Vous avez même un indicateur spread. Vous voyez, force relative comparaison. Et là, on peut mettre l'USD MXN. Et voilà, vous avez la force relative. Mais bon, je ne sais pas. C'est question d'habitude, tout simplement. J'utilise les deux. Les deux plateformes sont très bonnes, je trouve. Après voilà, si vous préférez celle d'IG ou une autre plateforme, eh bien écoutez, tant mieux pour vous, tant que voilà, vous vous y retrouvez, c'est l'essentiel. Philippe qui me dit les pivots résistants support mensuels sont souvent utilisés en objectif chez vous, c'est logique. Euh, oui, oui. Alors pas uniquement, mais je trouve les points pivots assez intéressants parce qu'ils prennent en compte en fait finalement le précédent chandelier.
Après, ça dépend bien évidemment de la période de temps. Si vous êtes sur un graphique mensuel, ça va être le précédent chandelier, mais si vous configurez vos points pivots mensuels sur l'unité de temps horaire, bah, ce sera pas le dernier chandelier. Mais voilà, c'est sur une période de temps assez limitée, je trouve, et donc l'indicateur est moins latent et moins en retard. Si vous mettez par exemple une moyenne mobile à 200 périodes, eh bien, elle sera beaucoup moins réactive. Or que des points pivots s'ajustent en fonction finalement de la volatilité qui y a eu le précédent chandelier. Donc voilà, point pivot assez intéressant. Forcément, il n'y a pas d'indicateur parfait, mais voilà, par exemple, si vous regardez, si vous surveillez les points pivots, le R3, que ce soit sur du l'hebdo, du journalier ou du mensuel, c'est très rarement atteint. Donc en fait, ça vous permet également d'avoir un objectif non pas seulement en termes de prix, mais en termes de temps. C'est-à-dire que si vous faisiez le R3 hebdomadaire de ce mois, pourquoi pas, mais c'est peu probable qu'il sera atteint ce mois-ci. Parce que c'est très rare que c'est très rare. Oui, c'est assez rare que le R3 ou que le S3 soit atteint. Que ce soit le S3, R3 du point pivot du jour, ou du point pivot de la semaine, ou du point pivot de mensuel. Donc en fait, ça donne également une indication temporelle, en fait, sur le cours et sur la tendance. Donc voilà. C'est pour ça que j'apprécie les points pivots. Alors, on me dit que le DAX tourne dans le rouge, pour info. Alors, le DAX tourne dans le rouge, je regarde cela. Alors oui, tourne dans le rouge en effet. Alors pourtant, Eurodoll toujours en baisse. Et le spread toujours en baisse. Alors écoutez, je vois pas pourquoi il tourne dans le rouge. Peut-être qu'il y a une info qui est tombée, je ne pense pas. Sur le plan macroéconomique. Voilà, je vois pas d'annonce qui aurait pu faire flancher le DAX d'un seul coup. Donc voilà, à surveiller. À surveiller, je vois pas pourquoi cette baisse a eu lieu, honnêtement. Voilà, donc écoutez, je vais vous laisser. Je pense qu'on a fait un bon tour des marchés. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, donc en conclusion, si je devais résumer, léger regain d'appétit pour le risque en ce début de semaine. Hier, on a eu un léger regain, même si on avait les US qui étaient fermés. Ce matin, conviction baissière sur le CAD, le peso et le peso mexicain face au yen ou l'euro pour du moyen terme. À court terme, ça semble possible de shorter le peso mexicain et le CAD face au dollar USD. Mais ça, c'est uniquement sur du court terme, très court terme. Voilà, donc merci à vous pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain matin pour mon prochain point de marché.